Capsule questions-réponses. Question. Actualité. Auriez-vous pu passer vous aussi à l'acte, telle Jacqueline Sauvage, Valérie Bacot et tant d'autres? Réponse. Bien évidemment. Bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que l'insupportable, répété continuellement, quotidiennement, pousse au bout du bout chaque victime survivante, enfant ou adulte. D'ailleurs, Jacqueline Sauvage le verbalisait très bien d'un « je voulais juste que ça s'arrête ». Il faut entendre qu'un bourreau, pervers, souvent psychopathe, manipulateur, voire sociopathe, n'a qu'un seul objectif en tête: faire de sa proie une serpillière, la soumettre, en faire une mort-vivante, un zombie, son objet, qui soumis répond au doigt et à l'œil à la moindre injonction. C'est son unique plaisir, faire et voir souffrir l'autre et le pousser à bout par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est la base de l'emprise, de la soumission, de la dévotion à son bourreau. Plus il y a de peur, d'insécurité, plus son pouvoir total est assuré. Notons que les 10 bourreaux peuvent être des hommes, entre 75 à 80%, le reste étant bien évidemment des femmes. Ce sont avant tout des vampires énergétiques qui se nourrissent des souffrances qu'ils infligent à leur objet ou à leur convoitise du moment. Quand le ou les bourreaux et leurs complices ont vidé littéralement leur victime proie de toute son énergie vitale, c'est déjà beaucoup moins jouissif pour eux. C'est pourquoi ils redonnent de temps à autre un peu d'oxygène, des trouées, à l'objet déshumanisé qui est leur cible. Le peu de force qu'elle a récupéré est un nouveau souffle dont peut se gaver le ou les bourreaux telle une drogue. Car ne l'oublions pas, un bourreau est souvent à l'identique d'un dealer. Il déverse avec parcimonie, contrôlée, telle une drogue, liberté, puis enfermement, amour, puis haine, oxygène, puis saturation jusqu'à l'étranglement de toutes les fonctions vitales, parfois même jusqu'à ce que la proie, la victime elle-même, supplie d'aider à mourir. Convaincu que cette mort pourrait peut-être permettre d'être enfin libre. Dans mon cas, j'ai été toute petite, totalement dépersonnalisée, déshumanisée, réduite à un objet à l'usage de tous les adultes, dans leur unique intérêt. J'étais tellement conditionnée à cela que je croyais que cela était normal et la condition de toutes les petites filles de mon âge. Bien sûr, je ne recevais aucune information extérieure du contraire. Puis, militarisée, entre 10 à 12 ans, dans le bunker moderne de la maison de l'enfer de Montesson, j'avais à ma portée chaque jour un arsenal d'armes à feu, de munitions, d'armes blanches et autres moyens pour tuer, jusqu'aux citernes enterrées dans les jardins par mon père pour faire disparaître les corps. Pour autant, sous emprise depuis la naissance, totalement réduite en esclavage, je n'imaginais même pas une seconde que je pouvais utiliser tous ces moyens pour sauver ma peau et pour être enfin libre, car les manipulations psychiques quotidiennes, entretenues par les peurs qu'il tue éventuellement d'autres personnes que moi, m'ôtaient toute perspective de fuite ou de dénonciation. J'étais formatée à mourir depuis mon plus jeune âge, mais absolument pas prête à endosser le meurtre d'une victime dite collatérale. J'ai subi pendant des années les actes de barbarie, de cruauté, sans broncher, car un objet ne s'exprime pas. J'acceptais cette condition car je connaissais rien d'autre. Je ne connaissais rien d'autre, et que j'étais persuadée que tout le monde vivait cela à l'extérieur. La captivité est une emprise physique, mais surtout psychique. C'est une prison. Puis est venu le temps de me militariser, de m'apprendre à sécuriser, à protéger, à tuer,
mais le syndrome de Stockholm prenait tellement toute la place que je m'exécutais uniquement pour préserver mes bourreaux, tel un chien de garde, de toute interpellation ou dénonciation extérieure. Alors que bien évidemment, dans la réalité, j'aurais dû avant tout apprendre à sauver ma peau, à vivre protégée et en sérénité. J'étais consciente à tous les âges que mon père cherchait à totalement me briser, et je disais déjà « Tu briseras peut-être mon cœur, mais jamais mon âme », ce qui le calmait parfois. À chaque décapitation de mes seuls amis autorisés, mes animaux, 20 années durant, j'avais bien compris qu'il cherchait le point de rupture, celui qui se situe entre passer à l'acte de s'ôter la vie ou de lui ôter la sienne. En 20 ans de séquestration, j'ai bien sûr eu des pulsions de meurtre, de passage à l'acte, d'autant qu'il avait mis à ma portée tous les moyens et tous les enseignements possibles et nécessaires pour y arriver. Dès mes 8 ans, je vivais déjà avec un couteau sous mon oreiller, dans le lit de ma mère, dans le cas où mon père serait passé à l'assaut en pleine nuit pour nous tuer, alors que nous savions déjà où il comptait nous enterrer dans ce fameux jardin. À 12 ans, il m'avait appris avec ses frères, mes tontons flingueurs, à tirer, à dresser les chiens à l'attaque, et nos bergers allemands étaient capables de le faire, s'il le fallait. Quand il m'a mise en joue dans la bouche, pour mes 16 ans et demi, parce que je ne voulais pas qu'il tire sur les enfants de nos voisins, j'ai su qu'un jour, je devrais faire le travail moi-même, après 2 interpellations de police infructueuses. Et sur cette corde raide, entre la vie et la mort, il y avait toujours cette petite voix qui me rappelait, tout juste à la limite de l'irréversible, qu'il était hors de question que je lui donne ce pouvoir et cette satisfaction sur ma vie, que de m'enfermer définitivement en cage alors que je vivais déjà séquestré depuis ma naissance. En 1991, à la 3e intervention des forces de l'ordre, toujours aussi infructueuse, j'ai fait le choix de mourir pour sauver la peau de ma mère ou de risquer la prison à vie. Et chaque jour, de 1991 à 1993, j'ai risqué ma vie en planquant celle qui m'avait souvent livrée à mon propre bourreau, ma mère, pour qu'elle puisse garder la vie sauve. Alors bien évidemment, je comprends Jacqueline Sauvage, Valérie Bacot et tant d'autres. Mais je suis pleinement consciente que l'État, que la justice ne font et ne feront jamais rien pour nous protéger. Même le bracelet anti-rapprochement électronique, mis en place sous le Grenelle, mais non développé dans la pratique, va jusqu'à demander l'autorisation à notre bourreau de bien vouloir le porter ou non, comme si notre bourreau nous demandait lui-même l'autorisation de nous aviliser, de nous broyer, ou de nous tordre, voire de nous tuer. Alors comment l'État et ses représentants de loi pourraient-ils avoir envie de nous comprendre, tandis qu'il est tellement plus aisé pour eux de nous laisser séquestrer et ou emprisonner pour nous faire condamner définitivement au silence, voire de passer à l'acte, en ôtant, une fois pour toutes, la vie à notre bourreau pour enfin être libre. À 53 ans, je ne compte plus le nombre de plaintes classées jusqu'à une condamnation au dépôt à mon attention alors que je suis victime survivante. Ces 15 dernières années, continuellement harcelée par mon frère aîné, reproducteur de la violence patriarcale de notre grand-père puis de notre père, je suis constamment interpellée par les gendarmes, avec risque de garde à vue, plutôt qu'ils ne lui suggèrent de cesser de m'incommoder. Là encore, bien évidemment, il y a des montées de passage à l'acte, car il est temps que cela cesse après 53 années d'immondisme répété et de harcèlement. Ma question en retour, pourquoi l'État, les magistrats, les juges, se comportent à l'identique de nos bourreaux en se faisant leurs complices et ou en nous privant d'être enfin libres de toute cruauté sous toutes ses formes. En cette période de bac, vous avez 4 heures. Merci de m'avoir écouté.